Bonjour, bienvenue au Parlement européen de Strasbourg. Nous allons reparler des Panama Papers, scandale de l'évasion fiscale, l'un des scandales, puisqu'il y en a eu d'autres depuis. Avec vous, Emmanuel Morel, vous êtes député socialiste et démocrate. Merci, bonjour d'être avec nous. Bonjour. Dans l'autre sens, bonjour et merci d'être avec nous. Et Miguel Vegas, vous êtes député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci aussi d'être là. Alors si on parle des Panama Papers, on le réexplique un petit peu à ceux qui nous regardent, c'est qu'à la suite de la révélation du scandale, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, sur les montages fiscaux opérés par le cabinet panaméen Mossack Fonseca, qui s'occupait de plus de 200 000 comptes sociétés offshore. Une commission d'enquête a été mise en place par le Parlement européen pour proposer en gros des mesures qui permettraient d'améliorer un petit peu la lutte contre l'évasion fiscale. Vous en avez parlé, vous en avez débattu aujourd'hui mardi. Il y aura un vote qui aura lieu demain mercredi. On va parler de ces deux aspects-là. D'abord, vous êtes, je le dis, je le précise, tous les deux membres de cette fameuse commission. Quels sont, on va peut-être pas revenir sur ce que vous y avez appris, à moins qu'il y ait des choses importantes à dire à ce niveau-là, mais quelles sont un petit peu les mesures que vous préconisez aujourd'hui pour tenter d'éviter ou en tous les cas de lutter contre ce que les Panama Papers ont révélé il y a de ça un an et demi. Emmanuel Morel, peut-être commencer. D'abord la première, alors la commission Panama Papers a succédé à deux autres commissions qui n'étaient pas des commissions d'enquête, la commission Taxe, mais enfin qui avait commencé déjà à dresser un bilan de cette évasion fiscale et des sommes colossales qui échappaient à l'impôt en Europe. Et elle était à l'unisson finalement de l'émotion populaire qui découvrait mois après mois l'étendue des scandales et l'ampleur des sommes très importantes. Les députés, en tout cas progressistes, on va dire la gauche, très vite ont fait des propositions assez concrètes sur la transparence et notamment ce qu'on appelle le reporting pays par pays. Et nous, on demande à ce qu'il soit public, c'est-à-dire que les journalistes, les citoyens, les ONG puissent y avoir accès. Et ça a été quand même un combat important. On a un autre combat, on en avait parlé il y a quelques semaines, sur l'impôt sur les sociétés, à l'idée qu'on puisse le calculer plus facilement et que la base soit commune dans tous les pays. Ça a aussi un peu avancé. Et puis, enfin, l'idée, c'est quand même d'imaginer des sanctions. Et des sanctions notamment contre ceux qui organisent cette évasion fiscale ou qui jouent de différents territoires pour contourner la légalité. Et je pense notamment à tous les intermédiaires, ce qu'on appelle les middlemen, c'est-à-dire les cabinets d'audit, les cabinets d'avocats, etc., etc. Donc beaucoup de propositions ont été faites. Ouais. Le Parlement est quand même très allant sur ces questions. La gauche, mais aussi un peu la droite, même si on l'a vu dans le débat ce matin, il commence à faire marche arrière. On va en parler. Sous la pression. Il y aura un vote, donc ça va être important de voir qui fait quoi et qui vote quoi. Après, notre principal problème, vous le savez, c'est pas tellement la Commission. Encore que la Commission, de toute façon, n'est pas ultra progressiste, mais c'est le Conseil. C'est-à-dire qu'il y a plein d'États, des États membres, qui bloquent absolument tout. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre d'entre eux, et on l'a vu au moment du débat sur la liste des paradis fiscaux, on va en reparler également de la liste, il y a plein d'États qui sont eux-mêmes concernés par la question. Donc voilà, on est un peu au milieu du gué. Mais il faut quand même reconnaître que le Parlement européen joue pleinement son rôle politique depuis 2 ans. Et de ce point de vue-là, on peut au moins s'en satisfaire parce que ça donne du crédit à cette institution qui mérite d'avoir un peu plus de prérogatives. En même temps, Miguel Vegas, c'est tout de même pas très simple parce que là, on parle d'un cabinet d'avocats qui est un petit cabinet, c'en est un parmi tant d'autres. Oui. Donc, c'est le petit bout de la pointe émergé de l'iceberg. C'est quand même un problème mondial absolument incroyable. Un système tentaculaire dont on n'arrive pas, dont vous n'arrivez pas vous-même avec vos moyens d'investigation à voir le fond, à voir le bout. C'est ça la réalité de la situation. Nous, c'est notre combat. Donc en fait, évidemment, pour tout ce qui est en ce qui concerne les mesures concrètes qui sont proposées, bon, on les suit en quelque sorte. Mais notre véritable combat, qu'on n'a pas réussi à vaincre, et c'est probablement pour ça que nous allons voter contre le rapport, c'est que, parce qu'il faut se dire que c'est la 3e commission, comme on l'a dit, mais c'est le 10e scandale fiscale. Donc en fait, nous, ce que nous voulons prouver, c'est que ce n'est pas un accident de parcours.
ce n'est pas un symptôme d'une pathologie quelconque, d'un petit rhume, un syndrome grippal, non. C'est une des facettes concrètes du capitalisme, du système. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas considérer ce phénomène sans comprendre comment nous sommes arrivés jusqu'ici, à partir de la déréglementation du système financier, à partir de la libéralisation totale des mouvements de capitaux, à partir de la privatisation de tout le système financier. Donc c'est ça qui a provoqué la situation où nous sommes. On disait tout à l'heure, en fait, il y a quelques pays qui bloquent le Conseil. Bon, déjà, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Bon, cette opposition, Parlement, Conseil, bon, les partis sont les mêmes, en fait. Et puis, effectivement, au début, dans le LuxLeaks, on était au tout début des scandales fiscaux, on s'est dit, bon, il y avait le Luxembourg. Et après, on s'est aperçu que ce n'était pas seulement le Luxembourg, il y avait les Pays-Bas, et ceci et cela. Et après, on s'est aperçu qu'au bout du compte, il y avait 23 pays. Et maintenant, si on veut véritablement voir le phénomène dans toute son amplitude, tous les pays sont dedans, parce que c'est une pratique du système et c'est dans cette mesure-là qu'il faut... Et c'est pour ça que dans ce rapport, pour en finir, on a essayé de mettre une contribution qui puisse laisser entendre que c'est quand même quelque chose de systémique et donc il faut prendre des mesures qui... justement, soit à la hauteur de cette pathologie. Alors, revenons sur cette question, Emmanuel Morel, si vous le voulez bien, vous y avez fait allusion, de la liste noire des paradis fiscaux, puisque là, on est au cœur de la question européenne par rapport à une question qui est internationale, mais qui est aussi européenne. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que si on n'arrive pas à régler ou à mesurer correctement cette question-là, on va avoir des problèmes qui vont s'enchaîner. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, on sait que l'Union européenne a sorti sa fameuse liste noire la semaine dernière, 17 pays. Il y a eu immédiatement presque des réactions à un tollé général, notamment de la part des ONG, etc., spécialisées sur les questions financières internationales, qui ont dit, mais attendez, il n'y a pas un seul pays européen dans cette liste, alors que, comme vous le disiez, l'Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Royaume-Uni sont... peut-être pas à proprement parler des paradis fiscaux, mais en tous les cas, ont des organisations qui permettent d'être des plaques tournantes pour des paradis fiscaux et donc pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette fameuse liste noire? Est-ce que vous l'avez regrettée, entre guillemets, vous aussi? Elle est incomplète, ça c'est évident. Ça a fait l'objet, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça a fait l'objet de tractations et de négociations intenses. Pour parvenir à une liste, en effet, en peau de chagrin, ce qui est important, c'est qu'il y a une liste noire, puis vous avez vu, il y a une liste grise aussi. Et en fait, c'est ces deux listes qu'il faut regarder, parce que la liste grise, c'est-à-dire ceux qu'on a à l'œil, qui ne sont pas à proprement parler, comme vous dites, il y a des subtilités juridiques dans lesquelles certains États sont engouffrés, mais qui quand même, en réalité, contournent plus ou moins la loi, donc c'est 17 plus 47, ce qui a choqué, et assez légitimement, les gens. Mais ça ne pouvait pas en être autrement d'une certaine façon, puisque c'est la liste du Conseil. C'était à l'unanimité, et ils n'allaient pas désigner en leur sein ce qu'on considère comme des paradis fiscaux. Sauf que la vérité, et ça, mais nous on le dit y compris dans le rapport, la vérité c'est qu'il y a des paradis fiscaux en Europe. Et que tant qu'il y aura cette concurrence fiscale déloyale, enfin cette guerre fiscale entre les États, évidemment on ne pourra pas aller à l'encontre de ce que pensent beaucoup de gens, qui est de dire vous nous avez promis que l'Europe serait un espace de solidarité et de coopération, et en fait vous encouragez la compétition en son sein. Là où Miguel Viegas a raison, c'est que tout ça est absolument systémique, et c'est lié à la transformation du capitalisme qui est aujourd'hui financier, transnational. Certains députés l'ont dit ce matin. Bien sûr. Si le système financier n'est pas modifié, on restera, et vous le dites également, c'est sûr. Et puis, on restera dans les mêmes il faudrait investiguer le rôle des banques, le rôle des intermédiaires, j'en ai parlé. Mais enfin quand même, dans ce rapport, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une photographie, peut-être pas exhaustive, mais enfin assez complète, des montages, des trucages, des pays qui sont complices et aussi des organisations privées qui sont complices.
De ce point de vue-là, on ne peut pas s'en plaindre. J'aurais dû le ramener avec moi. C'était quand même un gros rapport où il y a quand même pas mal de notations, de citations, y compris, on n'hésite pas à désigner un certain nombre de choses. Vous aussi, vous avez découvert un système énorme. Vous le soupçonniez, mais... Non, mais c'est toujours pareil, on en parle, mais quand vous êtes dedans et quand vous constatez des cas totalement ahurissants, hein, je sais pas, par exemple, Google planque 200 milliards de dollars tranquillement, je crois que c'est dans l'archipel des Bermudes, en toute impunité, taxé à rien du tout. Qui n'est pas dans la liste, et qui est dans la liste grise, pas dans la liste noire. Je suis bien d'accord avec vous. Et vous avez comme ça, Facebook d'ailleurs fait des montages mais presque grossiers, quoi, qui permettent d'échapper à l'impôt. C'est le cas aussi en Europe, puisque l'île de Man, hein, qui dépend du Royaume-Uni. Mais écoutez, mais c'est pas la peine. Mais prenez l'exemple. C'est pas la peine l'exemple de la France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Google? Alors, premièrement, la France signe un accord avec l'Irlande pour créer ce qu'on appelle la domiciliation fiscale. En fait, où est-ce qu'on peut considérer que telle ou telle entreprise est en fait cette législation sur un modèle de l'OCDE, hein, donc c'est pas tombé du ciel, un modèle de l'OCDE qui permet une définition tout à fait floue de ce qu'on appelle l'établissement stable. Et c'est ça le problème. Et donc Google ne paye pas un centime d'impôt en France, malgré le fait qu'elles embauchent des centaines de personnes, un centre de recherche, parce que tous ces impôts sont déclarés au Canada. Parce qu'en fonction d'une convention qui a été signée par les gouvernements et qui crée une définition tout à fait floue d'établissement stable qui permettent aux digital en fait de déclarer leur établissement où ils veulent. Donc ça a été créé par des gouvernements, par des partis politiques, ça a été un choix, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Alors maintenant le gouvernement français se dit bon, alors on va mettre Google en tribunal pour réclamer des impôts, mais ils sont perdus, bien sûr, c'est eux-mêmes, c'est peut-être pas ce gouvernement, c'est le gouvernement antérieur, mais bon, c'est pour montrer que tout ça, ça tombe pas du ciel, ça a été créé, ça a été dessiné. Maintenant, sur la directive, il faut bien aussi expliquer aux gens ce que c'est, et d'où est-ce qu'elle vient cette liste. Donc, bon, déjà, hein, l'histoire de la liste unique, on l'a vu, hein, dans le CDE, il y a du passé. Donc quand on étudie ça, il y a déjà eu plusieurs essais. On commence par une liste grise et après on termine par une liste noire avec 2-3 pays. Ça, c'est déjà fait et ce sera sûrement là où on va aboutir. Mais cette directive, alors sur quoi elle repose? C'est une directive anti-blanchissement qui a en gros 3 blocs. Le premier bloc, c'est les établissements qui éventuellement peuvent servir à blanchir l'argent. Les banques, les casinos, etc., les agences de l'immobilier, etc. Deuxième bloc, les actes sensibles qui doivent être reportés. Alors il y a toute une typification d'actes qui peuvent être considérés sensibles, des mouvements suspects, etc. Et après la liste, parce que tous les mouvements qui viennent de cette liste doivent être reportés. Alors qu'est-ce qu'on en conclut? Que les États n'ont aucun moyen de contrôler. Donc tout le système de contrôle du blanchissement repose sur les devoirs de diligence des entreprises qui utilisent toutes ces magouilles depuis des dizaines d'années. Donc on en est là. Donc il ne faut pas espérer des miracles. Alors vous le disiez, Emmanuel Morel, non pardon, allez-y si vous voulez reprendre. Sans espérer de miracle, de toute façon moi je ne crois pas au miracle, mais on ne peut pas nier quand même qu'on soit en train d'apporter des solutions. Il ne faudrait pas laisser croire que bon, le système il est ce qu'il est, en effet il y a beaucoup de choses à faire et que nous serions impuissants, c'est pas vrai. Il y a des choses à faire et des choses concrètes. Je vous parlais du reporting pays par pays, ça peut paraître abstrait, mais après ça permet aux autorités fiscales d'avoir accès à des documents et de revoir leur politique d'impôt sur le revenu. Je dois interrompre ce rapport. Alors on parle du Parlement européen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avons voté contre? Parce que déjà, ça n'oblige que les entreprises qui facturent plus de 750 millions. Donc déjà, ça laisse 80% des multinationales. Il fallait voter l'amendement que moi j'ai présenté pour baisser. À la dernière minute, le groupe libéraux a introduit un amendement qui permet à certaines entreprises de ne pas faire ce report en considérant qu'il y a des informations commercialement sensibles. Donc c'est de ça qu'on parle. Parce que ces lobbies qui sont très puissants et qui commandent, ils ont aussi leur groupe parlementaire ici. Donc ils sont actifs et donc ce combat il faut le mener. Vous parliez tout à l'heure les deux d'ailleurs de la lassitude finalement des gens par rapport à ces histoires qui n'en finissent plus. Scandale, plus scandale, plus scandale, ça rend le scandale anachronique au bout d'un moment. Est-ce que quand même le problème il n'est pas à la suite de ce que vous dites, dans le fait qu'il n'y a pas vraiment de coopération à l'intérieur même de l'Union européenne et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Union européenne tout simplement, ça a été évoqué ce matin dans le courant du débat, est-ce qu'on a envie réellement, les États et l'Union européenne ont envie réellement d'avancer dans ce domaine-là? Moi, je serais nuancé.
Parce que je ne peux pas souscrire à l'idée selon laquelle l'Europe ne veut rien faire, les gouvernements veulent rien faire. Hein. Je vais vous dire, même des gouvernements d'obédience libérale ou de droite se rendent compte que, enfin, de leur point de vue, l'évasion fiscale, ce n'est pas tant un problème moral ou systémique qu'un problème de recettes publiques. Bien sûr. C'est quand même beaucoup d'argent qui échappe à l'impôt. Et on a le gouvernement allemand, par exemple, qui est franchement pas du tout ce que je pourrais préconiser pour l'Europe. Mais qui aime compter ses sous, oui. Mais il est au moins d'accord avec le gouvernement français pour dire, là, il faut quand même qu'on fasse rentrer un peu des recettes fiscales. Donc, contrairement à ce qui est dit, il y a un peu de volonté politique et il y a surtout des choses qui sont en train d'être mises en œuvre. Vous parliez de coopération, mais quand même, ce qui a progressé depuis le début de ce mandat, depuis 2014, c'est l'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales sur un certain nombre d'abus. Alors, c'est incomplet, ça n'est pas satisfaisant, ça devrait aller plus vite, tout ça c'est vrai. Enfin, en même temps, il faut aussi savoir mesurer le chemin parcouru. Parce que la position qui consisterait à dire, de toute façon, tous ces gens-là sont complices d'un système qui est en effet un système particulièrement inéquitable. Il n'y a rien à faire, sauf à ce que, soudain, la majorité politique change en Europe. Moi, je pense que c'est... un miracle. Voilà. Moi, je pense que plutôt de nature pessimiste, mais là, pour une fois, je crois qu'il faut regarder un peu le verre à moitié plein. Il y a une prise de conscience, et cette prise de conscience, elle est dans l'opinion, mais elle est aussi chez les parlementaires, même certains de droite. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une chance, oui, il y a quand même des États qui vivent une crise des recettes publiques et qui se disent, là, il y a moyen d'avoir de l'argent. Donc à nous de nous engouffrer dans les petites brèches qui sont laissées, dans les interstices, et de pousser notre avantage. Donc de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas du tout désespéré, et je pense que on gagne. Alors évidemment, c'est les petits pas, hein, c'est pas très satisfaisant intellectuellement, mais la vérité, c'est qu'on a progressé dans cette prise de conscience depuis 2 ans, et dans les outils législatifs, on sait maintenant ce qu'il faut faire. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est quand même un petit progrès. Il faut reconnaître les petits progrès, d'ailleurs, sinon les gens vont dire, à quoi ça sert l'Europe, ça sert à rien. De toute façon, ça bouge pas. C'est un peu le débat. Or, sur la question fiscale, contrairement à ce que j'entends parfois, ça bouge quand même. Eva Joly, qui était sur votre plateau il y a quelques semaines, le reconnaissait. Que ça pouvait avancer. Et pourtant, elle, franchement, sur le sujet, elle a quand même 20 ans qu'elle a la dent très dure, et elle a raison. Alors, on ne va pas repartir sur ce débat-là, mais quand même, vous considérez qu'il y a moyen tout de même de faire évoluer un peu les choses, ou pas? Alors, une note, hein, ça sert d'exemple. Hein, donc, le gouvernement irlandais a été condamné à récupérer, donc le gouvernement irlandais a le droit de récupérer 7,5 milliards d'euros d'impôts qui auraient dû être payés par le géant Apple. Il ne l'a pas voulu, enfin il ne le veut pas. Ah, bien sûr. Donc cette histoire que les gouvernements ils veulent des recettes fiscales, bon, c'est tout relatif, hein, c'est un intérêt relatif. Alors moi, ce que je pense, c'est il y a quand même un côté très positif, hein, non seulement dans cette commission, mais aussi dans les 2 autres commissions qui ont suivi, c'est que ça a permis de maintenir le sujet dans le débat. Et là, je suis absolument d'accord que si les choses avancent, c'est grâce à la pression de l'opinion publique. Hein, donc ça, il faut vraiment, et donc c'est absolument nécessaire à mon avis de retrouver quelque chose pour faire en sorte que le sujet ne tombe pas en dehors de l'agenda quotidien. Parce que maintenant, donc, la commission termine, hein, et maintenant on va voir ce qui se passe. Hein, mais si on ne trouve pas les moyens de remettre le sujet sur le débat, eh ben, ça va mourir. Et certainement, sans la pression de l'opinion publique, ce sera beaucoup plus difficile d'avancer. Parce que le problème, c'est que après, c'est dans le détail. Hein, parce que moi, j'ai donné l'exemple de la directive anti-blanchissement ou du reporting pays par pays, mais il y en a plein d'autres, hein, où de façon systématique, les gens qui sont au service des lobbies financiers essayent, mais par tous les moyens, d'annuler l'efficacité de toutes ces législations. Donc il faut, c'est très difficile. Si on est concret, la directive anti-blanchiment, l'exemple qui est pris par Miguel Viegas, elle met en place des cellules de renseignement financier, à la fois sur la question du blanchiment, mais aussi sur la coopération fiscale. Ça, c'est en train de se mettre en œuvre. On va discuter très bientôt, je suis rapporteur du texte, de la directive DAC 6, je m'excuse, c'est un peu technique, hein, sur les intermédiaires financiers. Mais qu'est-ce qu'elle prévoit, cette directive? Et là, c'est la Commission, c'est même pas le Parlement va l'améliorer. C'est qu'il y a un certain nombre de montages d'évitement fiscal qui doit être transmis au préalable aux administrations fiscales et qu'elles peuvent partager entre elles, les administrations européennes, des informations et donc prévenir, sanctionner ou punir un certain nombre de montages d'optimisation. Bien sûr, beaucoup de choses vont passer à travers les mailles du filet. Mais encore une fois, là, on avance vers quelque chose d'un peu plus coercitif. Donc, je crois, pour quand même
donner de l'espoir à ceux qui nous regardent et qui ne se disent pas que décidément l'Europe... On va d'un scandale à un scandale, voilà, et puis ça ne bougera rien jamais. Change, ça n'est pas totalement vrai. Ce qui en revanche, ça, M. Vegas vient de le dire, il a totalement raison, c'est rien n'est possible sans la mobilisation des peuples, des opinions, et rien n'est possible aussi sans l'aide qui a été précieuse dans le cas de la commission Panama Papers, des ONG, qui connaissent bien les sujets. Bien sûr. Il y a énormément d'ONG spécialisées en plus dans les questions financières, bien sûr, qui se manifestent régulièrement. Qui travaillent avec nous et qui nous permettent quand même d'avancer sur ces dossiers. Donc ça, il faut saluer aussi le rôle de ces organisations qui est vraiment irremplaçable et qui font un super travail. Voilà. Au bout du compte, un petit mot de votre côté, Miguel Vegas, vous êtes quoi? Vous dites que c'est quand même... Non, aucune illusion. Pour nous, il faut le contrôle public du système financier. Donc tant qu'on n'aura pas moyen de contrôler la circulation des capitaux et qu'on n'aura pas moyen d'établir un contrôle public sur le système financier, ça veut dire une banque nationalisée, ça ce sera totalement impossible d'avoir un combat véritablement efficace. Bon, mais ce n'est pas contradictoire. Moi, je suis pour un contrôle public du système financier. Mais ça ne m'empêche pas de me féliciter quand on a des petites avancées au Parlement européen. Bon. Mais les deux vont de pair. Merci à vous. On en reparlera demain d'ailleurs avec Eva Joly, dont on citait le nom tout à l'heure, après le vote, pour voir évidemment si oui ou non, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a quand même un risque de digitalisation du venant de la droite, des libéraux. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.